Bonsoir YouTube, c'est Chicon Vénère et aujourd'hui on va surtout parler de racisme, on va parler des agressions racistes qui ont eu lieu dimanche soir et on va parler de racisme dans les médias, racisme par nos politiciens et on va essayer de débunker tout ça. Revenons maintenant sur ces affrontements qui ont éclaté hier soir en marge de la finale de la Coupe de Belgique. Des supporters brugeois ont attaqué des commerces à Jette et Molenbeek. Plusieurs personnes ont été blessées, une soixantaine interpellées. Retour sur cette soirée sous haute tension avec Marois. Je pense qu'on parle de 80 personnes qui sont blessées ou en tout cas blessées et secourues des soins officiels, quoi. Donc 80 personnes qui ont été recensées, qui ont été blessées hier soir par des fachos dans les rues de Bruxelles, quoi. C'est ouf, c'est un truc que je voyais toujours de loin en France. C'est quelque chose qu'on voyait déjà depuis un certain temps en France, hein, surtout avec la montée du RN de plus en plus, quand ils avaient de plus en plus de sièges en France, ben on voyait une montée des agressions racistes en France. C'était documenté notamment par Mediapart. Et du coup, je voyais ça de loin. Quand je voyais que les politiciens d'extrême droite en Belgique prenaient de plus en plus d'ampleur ou que le MR s'extrême droitise de plus en plus, ben, ça me faisait flipper parce que je m'y attendais. C'était évident que ceci allait arriver parce que c'est la suite logique. Quand des responsables politiques crachent sur les musulmans H24, ben, du coup, des fachos un peu qui veulent taper des gens, qui ont trop d'adrénaline, qui sont des mascus qui aiment bien taper des gens, mais ils vont en profiter. Ils ont totalement le vent en poupe en ce moment-ci, quoi. Il y a la NVA au gouvernement, la NVA qui est totalement proche des groupements nationalistes et d'extrême droite. Ouais, j'ai vu la réaction du MR, tu fais bien de le rappeler, on condamne la violence des deux côtés. Ben, c'est exactement comme, je pense que c'était Trump aussi qui avait dit ça quand il y a eu l'attentat où un type d'extrême droite avait foncé avec sa bagnole dans une manifestation. Et à ce moment-là aussi, Trump avait dit il y a des violents de deux côtés, je condamne les deux côtés. Donc c'est totalement scandaleux de réagir ainsi. Et je pense aussi qu'il y a même pas 3 4 jours, Georges-Louis Boucher, ou il y a une semaine ou deux, Georges-Louis Boucher avait annoncé dans une conférence que la violence, elle était dans l'ultra-gauche et que les groupements les plus violents sont dans l'ultra-gauche, tandis que c'est totalement absurde de dire ça. On a eu même la preuve avec hier, mais en plus de ça, il y a des chiffres, hein, on a des services de renseignement en Belgique qui enquêtent sur les groupements terroristes, qui démantèlent des groupements parfois d'extrême droite terroristes, qui démantèlent des attentats terroristes. Et je peux vous garantir que les chiffres parlent plutôt en défaveur de l'extrême droite, hein. L'extrême droite, c'est eux qui font des attentats, c'est eux qui ont des armes chez eux, c'est eux qui viennent à un match de foot avec des clubs de baseball, avec des armes plus ou moins légales pour venir taper des gens dans les rues. Donc vraiment, c'est une dinguerie ce que dit Georges-Louis Boucher. C'est totalement un déni de réalité et totalement un truc qui va du coup qui va totalement dans la faveur des hooligans, quoi. Parce que quand tu as des responsables politiques qui te disent qu'ils condamnent les deux côtés, ben en fait, ça te fait pousser des ailes et tu te dis que tu as bien raison de taper des Arabes parce que c'est eux qui t'agressent aussi et que vu que la violence est dans les deux côtés, ben, tu es totalement rassuré dans ta pensée raciste. Donc c'est vraiment une banalisation de la violence et c'est eux les responsables de l'impunité de l'extrême droite. C'est vraiment la responsabilité des politiciens et des médias qui divulguent leur racisme et surtout leur islamophobie, hein, ces temps-ci, on va en parler, mais qui divulguent leur racisme constamment. Ben, bien sûr qu'après, les gens, ils ont des pensées totalement tordues, ils ont des pensées racistes de ouf, ils sont totalement ils commencent à avoir peur des immigrés, peur des musulmans, parce qu'on en parle tellement mal constamment dans les médias, constamment les politiciens sont en train de cracher dessus. Ben, tout ça, ça porte une responsabilité. Donc ces gens, ils ont la responsabilité et c'est à cause d'eux qu'il y a ce genre de ratonnade en plein Bruxelles, quoi. À Molenbeek, ça s'est passé à quelques rues de chez moi, quoi. Je suis choqué. C'est vraiment choquant. Je rappelle que le mot ratonnade est ultra violent à entendre pour les personnes arabes. Ça vient de l'expression raciste raton qui était censé les désigner. Il y a une demande de ne pas utiliser ce mot sans situer son racisme ou préférer une expression plus claire comme brutalité raciste. Ok, d'accord. Il est peut-être encore trop tôt pour certains politiciens ou analystes pour se prononcer. Il est peut-être encore, selon eux, nécessaire d'attendre les résultats de l'enquête. Mais pour celles et ceux qui vivent à Bruxelles, à Molenbeek, pour les habitants du quartier maritime, pour les commerçants et commerçantes, pour les jeunesses marocaines, pour les musulmanes et musulmans visés, ce qui s'est passé dimanche 4 mai 2025 est clair. Il ne s'agit pas d'un simple débordement de supporters ou de tensions post-match.
Ce que nous avons vu, ce sont des expéditions racistes menées par des groupes organisés de néo-nazis en plein cœur de Bruxelles, à Molenbeek. Pas besoin d'attendre 24 heures pour nommer l'évidence. C'était une expédition punitive, une ratonnade, une, une opération ciblée, planifiée contre une population perçue comme un ennemi étrangère indésirable. Ce qu'on appelle aujourd'hui des supporters de FC Bruges ont parcouru les rues de Molenbeek sans encadrement policier, sans dispositif de prévention, sans le moindre contrôle. Comment se fait-il qu'un groupe si massivement mobilisé ait pu entrer dans une commune à majorité musulmane, racialement stigmatisée, déjà sous surveillance constante, sans le moindre encadrement? La réponse est politique. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une défaillance, c'est une complicité structurelle. Ces dernières années, Molenbeek a été criminalisé, essentialisé, caricaturé comme un foyer du mal. Depuis les attentats de Paris et Bruxelles, les discours sécuritaires ont construit ce quartier comme un territoire à reconquérir. Et dans ce contexte, permettre à des hooligans identitaires et suprémacistes blancs de s'y déchaîner sans contrôle, ce n'est pas une anomalie, c'est une continuation. Une logique coloniale d'expédition punitive étatique menée par procuration. Des commerçants ont été violemment agressés. Du mobilier urbain a été détruit. Des passants isolés ont été attaqués. Les témoignages sont accablants et convergents. Les néo-nazis cherchaient à provoquer, agresser, humilier. Et tout cela s'est fait dans un climat d'impunité, sous le regard d'un État qui ferme les yeux, voire ouvre la voie. Les médias et la fabrication de l'ennemi. Il faut s'attendre dans les heures qui viennent à une offensive médiatique inversée. Ce ne sont pas des néo-nazis qui seront mis au centre du récit, mais les jeunes Marocains qui auront osé riposter, se défendre, résister. On parlera de vengeance, de violence communautaire, de chaos urbain. On pointera la jeunesse marocaine de Molenbeek comme l'origine du désordre. Ce récit-là est déjà prêt. Il a déjà servi, il est bien rodé. Ouais, ça c'était l'article du coup de DH dont je vous parlais au début. DH qui aussi parlait du coup de aussi de un supporter qui aurait été agressé par des jeunes Molenbeekois. Donc là-dedans, Bruxelles Panthère, ils ont totalement raison, c'est vraiment scandaleux. Comme lors des affrontements entre jeunes Marocains et hooligans israéliens pendant Ajax Maccabi, donc un autre match de foot, ou comme lors des révoltes urbaines qui ont suivi les violences policières, le projecteur sera braqué non sur les agresseurs, mais sur la résistance populaire. Les chaînes d'infos recycleront les images des jeunes en capuche en les extrayant de leur contexte. Les politiciennes de droite et d'extrême droite dénonceront l'échec de l'intégration, la culture de l'excuse, les zones de non-droit. Et la boucle sera bouclée. Une répétition du silence d'État après l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Donc, Aboubacar Cissé, pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est une personne musulmane qui a été tuée, assassinée en France, là, il y a quelques semaines. Et donc un meurtre violent islamophobe, clairement visé, clairement organisé. Et la réaction des politiciens français, c'est vraiment dramatique. Ce qui s'est passé aujourd'hui est dans la droite lignée de l'assassinat d'Aboubacar Cissé, ce jeune musulman tué en pleine prière dans une mosquée en France il y a quelques jours. Là aussi, silence d'État, silence médiatique. Et comme d'habitude, c'est dans le silence que le racisme tue. Ces meurtres, ces attaques, ces rafles ne sont pas des anomalies. Ce sont des expressions logiques et concrètes de la suprématie blanche européenne. Ce sont les prolongements de politiques racistes, d'infrastructures répressives, d'un apartheid qui ne dit pas son nom, mais qui organise les territoires, les discours, les affects. Une jeunesse qui résiste. Face à cette violence, une partie de la jeunesse marocaine de Molenbeek a résisté. Elle ne l'a pas fait par plaisir, elle ne l'a pas fait par goût de la violence, elle l'a fait parce que l'État ne les protège pas. Elle l'a fait parce que la police n'était pas là pour repousser les agresseurs, mais pour encadrer les agressés. Elle l'a fait parce que dans ces moments-là, résister, c'est survivre. C'est une résistance politique, une résistance légitime, une défense populaire, un soulèvement spontané contre une attaque ciblée. Une communauté s'est dressée non pas contre des supporters de football, mais contre l'extrême droite, contre la terreur raciste, contre la lâcheté des institutions, contre la violence, mais surtout contre le racisme. Bien sûr, nous déplorons toutes les violences. Personne ne se réjouit de scènes de chaos dans les rues. Mais toutes les violences ne se valent pas. Il y a une différence fondamentale entre l'agression raciste et la riposte antifasciste. Il y a une différence entre semer la peur et défendre les siens. Mettre tout sur le même plan, c'est nier le rapport de pouvoir. C'est offrir l'impunité aux agresseurs. Et donc ça fait référence aux propos de Jean-Louis Boucher qui a condamné toutes les violences des deux côtés, comme l'a fait Trump lors de l'attentat à la voiture bélier.
Ce qui s'est passé à Molenbeek n'est que le symptôme d'un système raciste européen qui laisse proliférer des groupuscules néo-nazis, qui criminalisent des quartiers populaires et qui nie à une jeunesse racialisée le droit même à la légitime défense. Solidarité active avec Molenbeek. Nous affirmons ici notre solidarité pleine et entière avec avec les habitants de Molenbeek, avec la jeunesse qui a résisté, avec les familles, musulmanes ou pas, qui ont eu peur. Nous refusons le récit qui va inverser les rôles. Nous refusons le silence sur les causes. Nous refusons la criminalisation de notre exigence et nous refusons la criminalisation de notre exigence du respect et de notre dignité. Il est temps de dire haut et fort, ce ne sont pas des supporters, ce sont des milices néo-nazis. Ce ne sont pas des débordements, ce sont des attaques coordonnées. Ce ne sont pas des réponses disproportionnées, ce sont des actes de résistance. Face à cette résistance, pardon, et face à cette violence raciste, notre devoir est d'organiser la riposte politique solidaire antiraciste populaire. Molenbeek ne sera pas seul. Fuck white supremacy by any means necessary. Attention, certaines images sont particulièrement violentes. Le coup d'envoi n'est même pas encore donné, que des heurts éclatent dans plusieurs quartiers de Bruxelles. Là aussi, j'aimerais bien revenir là-dessus, ce que vous voyez sur l'image. En fait, on voit des... Je vais essayer d'enlever le son. On voit des gens qui sont totalement blindés, qui sont organisés, qui sont tous avec les mêmes vêtements. Et il y a quoi? Il y a 4 policiers devant. 4 policiers devant qui essayent de taper un peu avec une matraque vite fait. Tandis que quand je pense à des manifs de gauche, ou par exemple le premier mai révolutionnaire, hein, pour les personnes qui étaient là, il y avait une horde de flics qui étaient en rangée, prêts. Il y avait les rues qui étaient bloquées sur la place de jeu de balle. Il y avait des flics partout. Tandis que là, il y a un match de foot avec des hooligans qui sont notoirement connus pour leur violence. Et on n'a pas prévu plus de policiers pour cet événement-là. On n'a pas appelé des renforts. Quand vous êtes là à 3 en train de vous battre avec des fachos, vous vous dites pas on va appeler des renforts, je sais pas, genre mais la dinguerie. Et ça a été recensé par beaucoup d'habitants, habitantes de Molenbeek et aussi Anderlecht et dans le centre, hein, parce qu'ils ne sont pas seulement limités à Molenbeek, mais bien sûr, ils n'ont que visé tous les quartiers des personnes racisées. Mais donc, il y a beaucoup d'habitants, habitantes qui ont témoigné que il n'y avait pas la police, que la police est arrivée hyper tard, que la police est arrivée en sous-nombre au début, que pourtant ils avaient toutes les infos parce qu'il y avait plein d'habitants, d'habitantes qui appelaient la police, il y avait plein d'habitants, d'habitantes qui ont décrit les faits, qui appelaient les médias aussi déjà. Donc, avoir une réaction aussi lente et aussi disproportionnée face à des gens qui sont notoirement connus pour leur violence, c'est deux les mêmes mots, mais qui sont notoires pour leur violence et qui sont notoires pour être organisés. On parle de club de Bruges. Bruges, c'est une ville où il y a des groupements fachos organisés. C'est recensé par les services de renseignement belges. Donc ça, c'est des choses que la police est censée connaître, est censée savoir. Donc peut-être qu'ils auraient pu prévoir que ces agressions auraient lieu ou prévoir que des gens allaient vouloir en découdre avec les habitants habitantes de Molenbeek ou d'Anderlecht. C'est totalement quelque chose qui est du travail de la police de prévoir ça, quoi. Mais donc on voit vraiment la différence de traitement quand il s'agit de fachos et quand il s'agit de manifestants. Mais du coup, je voulais continuer en lisant cet petit article de Bruxelles Davy qui parle de contrôle policier abusif au parc Roi-Baudouin pour parler de ce genre de climat intimidant et raciste qui règne en Belgique. Et donc, ce n'est pas étonnant alors quand on voit les chiffres de l'Eurobaromètre où on voit que 35% des personnes racisées en Belgique disent avoir subi de la discrimination dans les derniers 12 mois. Hein. Donc, c'est vraiment choquant. La colère monte chez les habitants et habitantes de la commune de Jette, Gernsoren et Laken, surtout chez les parents de jeunes non-blancs. Ils dénoncent les contrôles policiers abusifs et discriminatoires au parc Roi-Baudouin, un endroit qui ressemble de plus en plus à une zone de surveillance pour certains jeunes selon les témoignages. Selon plusieurs habitants et habitantes, ce sont des humiliations répétées et injustifiées qui ciblent systématiquement les jeunes non-blancs fréquentant le parc. Ce témoignage n'est pas le seul. D'autres parents parlent de contrôles du même genre, qui durent depuis des années et qui ciblent toujours les populations racisées. Certaines accusent la police de faire preuve de zèle lors des contrôles. Ces contrôles policiers représentent par ailleurs une forme d'exclusion d'un espace vert, pourtant précieux dans les quartiers denses où les espaces verts sont rares et en comparaison avec d'autres communes. Les parcs sont les jardins
Les parcs sont les jardins communalisés pour les personnes qui vivent en appartement, souvent les plus précaires. Priver ces jeunes d'un accès serein, priver ces jeunes d'un accès serein au parc, c'est aussi leur retirer un droit à la ville, à l'usage des espaces publics. Ces témoignages rappellent la persistance de contrôles policiers au faciès dans un pays qui se distingue par la violence de son appareil policier. En effet, la Belgique est le deuxième pays où il y a eu plus de morts causées par la violence policière. Vraiment un truc systémique dans ce quartier-là de intimidation, de terreur envers les enfants non blancs. Et donc ça, c'est encore un exemple de racisme structurel. Et donc, très bon rappel aussi donc, de parler des morts causées par violence policière. Il y en a beaucoup trop en Belgique, énormément. J'ai fait une vidéo aussi sur le sujet, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir des témoignages spécifiques. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo sur les violences policières. Et sinon, il y a l'Observatoire des violences policières, le obspol.be, Observatoire des violences policières en Belgique, qui recense toutes les violences, toutes les agressions, les meurtres qu'il y a en Belgique. Donc, si vous voulez de la documentation ou des témoignages, parce qu'il recueille aussi beaucoup de témoignages, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Bienvenue, donc on parle de ce qui s'est passé hier, et donc je voulais aller plus loin en parlant du racisme dans les médias. Le professeur m'explique à quel point notre cerveau nous programme pour être raciste, et cela depuis que l'homme est l'homme. Pour notre survie, il y a deux catégories. Est-ce que c'est bien pour moi? Que du bullshit, hein. Je vais le laisser parler, mais que du bullshit, on va démonter tout ça après. Ou est-ce que c'est un danger potentiel? Et donc, si je vois un autre visage, quelqu'un qui n'est pas de mon clan, ça va directement activer mon système d'alarme qui est le noyau amygdalien, qui dit « attention ». Danger. Le câblage de notre cerveau fait qu'il y a cette tendance à être intrinsèquement raciste. Selon Steven Loraes, malgré l'évolution, on n'a pas vraiment changé. On n'est pas si différent que ça d'un homme préhistorique. En plus, donc, on oublie le colonialisme, on oublie les massacres, on oublie tous les génocides qui ont eu lieu et qui ont encore lieu aujourd'hui. On oublie tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est le racisme dans la culture, dans les films. Il y a eu des fucking zoos humains, il y a eu de l'esclavage. Tout ça, on oublie. Parce que non, on est tous aussi racistes que quand on était des hommes de chasseurs-cueilleurs. C'est quoi ça? C'est pas vrai. On n'est pas aussi raciste que quand on était des chasseurs-cueilleurs, parce qu'il y a une histoire, un contexte qui a eu lieu pendant des centaines d'années, un contexte de colonialisme, d'esclavage, de violence, de génocide. Donc ça a créé du racisme et ça a créé le racisme qu'on a aujourd'hui. Donc venir dire qu'on n'est pas différent qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, premièrement, c'est pas vrai, mais deuxièmement, ça vient te dire que c'est OK. C'est OK d'être raciste parce qu'on l'a toujours été. C'est OK d'être raciste parce que les chasseurs-cueilleurs l'étaient aussi. Mais tu te rends compte de la violence de ces mots-là, tu te rends compte des conséquences que ça a, parce que c'est ce genre de propos qui font qu'on a des agressions racistes dans les rues de Molenbeek comme hier, quoi. C'est ce genre de propos qui font que des gens passent à l'acte parce que du coup, c'est normal d'avoir des pensées racistes. C'est normal de penser qu'il faut dégager les Arabes et les Noirs de notre ville. Et quand tu dis que c'est normal, du coup, tu passes à l'acte parce que c'est justifié et c'est limite ton devoir en tant que citoyen de le faire. Parce que vu que c'est quelque chose de normal qui est dans le cerveau et qui est depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs, on défend notre clan. Allez, c'est quand même une aberration de venir diffuser ça et que ça soit été accepté par différents rédacteurs et qu'il n'y en a pas un ou une qui s'est dit il y a un problème, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Oui, interviewer des sociologues, des anthropologues, des historiens et historiennes plutôt qu'un vieux professeur du cerveau. Non, on parle de racisme, on parle de faits de société, on ne parle pas de comment est-ce que l'homme fonctionne et comment le cerveau fonctionne. Non, on parle d'agression raciste, d'une culture raciste, d'une histoire raciste. C'est de ça qu'on parle, c'est pas du fucking cerveau, de comment ça fonctionne. Voilà, je suis de nouveau en train de m'énerver. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Et aussi, petite note, le cerveau est l'organe le plus complexe et le plus inconnu de la science. Donc, on ne connaît pas le cerveau, on ne connaît pas bien cet organe, c'est hyper complexe, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, il y a plein de parties du cerveau qu'on pensait être uniquement pour cette fonctionnalité, mais en fait, non, ça sert à tout. Il y a des situations où il y a des gens qui ont perdu la moitié de leur cerveau, mais fonctionnent parfaitement, tandis qu'il y a des gens, au contraire, qui ont perdu un tout petit bout, ou qui ont un petit accident et qui sont totalement... que ce soit handicapés moteurs ou qui ont d'autres soucis. Donc, le cerveau, c'est quelque chose de ultra complexe qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui encore avec les outils de la science. Donc, venir se proclamer spécialiste de la matière grise et dire qu'il y a un petit coin du cerveau qui sert à la peur et que quand on voit quelqu'un qui n'est pas dans notre clan, on devient raciste, et ça depuis que l'homme est l'homme. C'est une dinguerie de dire ça parce que ça va à l'encontre de tous les faits scientifiques d'une part sur le cerveau, les faits scientifiques sur l'évolution de la société, les faits scientifiques sur le colonialisme, le racisme structurel, le racisme culturel qu'on a depuis des centaines d'années. Donc il n'y a pas de disproportion dans les dossiers que nous traitons en matière de discrimination raciale entre les régions. Nord et sud du pays sont donc aussi racistes. La seule différence est que nous, francophones, notre racisme est plutôt économique. Les étrangers nous coûteraient trop cher et on n'a plus d'argent. Du côté flamand, il est davantage culturel, du genre les nouveaux venus ne parlent pas notre langue. Mais sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases? Genre, c'est absurde. Pourquoi tu dis ça? C'est totalement un déni de réalité. Allez, va voir tous les interviews, tous les propos de Nadia Hirsch, c'est qu'un focus sur le voile et sur les pratiques des musulmans musulmanes, quoi. Genre, vraiment, je suis là, genre, mais d'où? Prouve tes propos, amène des chiffres. En 2020, la Banque nationale a calculé que l'apport de la migration non européenne a fait gagner 1,5% de produit intérieur brut sur 5 ans à notre pays. C'est presque 1 milliard d'euros. Exclure l'autre n'est donc pas une bonne idée ni une fatalité. Notre cerveau n'a d'ailleurs... Il n'y a que des raisons économiques. Pourquoi on ne devrait pas exclure les autres? Il n'y a pas des raisons d'humanité, de respect, de droits de l'homme, peut-être, je ne sais pas. J'ai entendu parler de ça. Non, c'est juste pour des raisons économiques qu'on ne devrait pas être trop raciste. C'est ça votre conclusion? C'est ça votre conclusion? Ah oui, c'est vrai, Barnap, tu fais bien de le rappeler, comme il disait là tantôt, ils ont bien expliqué que le racisme des Wallons, c'est économique, tandis que le racisme des Flamands, c'est culturel. Donc voilà, nous, ça va les Wallons, parce que voilà, il suffit de dire aux Wallons que les immigrés, ça apporte de l'argent, et du coup, ça va sauver le racisme, quoi. C'est ouf, quoi. On fait un reportage sur le racisme, et on dit que des trucs racistes tout au long de la vidéo, quoi. Genre, et ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Je rigole par angoisse, par cringe, parce qu'on n'a rien d'autre que se moquer et dire que c'est ridicule, mais c'est fondamentalement raciste, quoi. Du début à la fin, c'est des choses racistes. Ah, vous voulez qu'on continue la fin? Mais il y a 2 minutes encore, il y a 2 minutes de vidéo, on peut les finir, hein. On peut les finir, mais c'est pas très intéressant. On va les finir, c'est bon. Mais oui, c'est un rire nerveux, Je voulais aussi un peu parler du racisme étatique, structurel, aller dans vraiment concrètement les propositions de loi ou les lois établies, ou ce qui se passe, ou dans l'évolution ou l'aggravation du racisme d'État, avec deux sujets d'actualité. Le premier, c'est à propos du regroupement familial, donc les durcissements de regroupement familial, qui est donc une réalité maintenant avec l'accord de Pâques du gouvernement. Je trouve ça important d'en parler. Et puis, on va parler aussi du voile, parce que, donc, comme je disais, il y a 7 écoles en Flandre qui veulent interdire le voile, ou qui ont interdit le voile. À partir de septembre 2025, le voile sera interdit dans 7 établissements flamands, ce qui est totalement une violence envers les musulmanes qui portent le voile. Donc, le Centre fédéral migration Myria estime que l'accord de Pâques nuit au droit de vivre en famille des étrangers. Figure parmi les mesures annoncées par le gouvernement de Wever pour durcir l'accès au regroupement familial. Désormais, un travailleur souhaitant être rejoint par ses proches devra disposer d'un revenu net égal à 110% du revenu minimum mensuel garanti, majoré de 10% pour chaque personne supplémentaire, y compris les enfants.
Donc ça équivaudrait à 2747 € par mois net pour un travailleur voulant être rejoint par sa compagne et ses 2 enfants. C'est gigantesque, hein. Voilà, donc il y a un article d'Apache sur le port du voile si vous voulez approfondir en détail, c'est quelles écoles, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. C'est assez intéressant, mais en gros, on a dit l'essentiel. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est établi. Donc à partir de septembre 2025, il y aura donc 7 écoles qui vont interdire le voile, ce qui est vraiment le premier pas pour venir à interdire le voile à encore plus d'endroits, de plus en plus, et ainsi stigmatiser et discriminer de plus en plus les musulmans et notamment les femmes musulmanes.